La vie d'Isabelle Richard a pris une tournure tragique et mystérieuse lorsqu'un accident survenu lors d'une promenade en bateau lui a apparemment coûté la vie. Elle était connue pour sa passion de la voile et de la mer, ce qui rend sa mort à la fois tragique et ironiquement poétique. La nouvelle de sa mort a ébranlé la haute société, car Isabelle n'était pas seulement une mondaine, mais aussi une bienfaitrice aimée de beaucoup pour ses contributions philanthropiques. Le jour des funérailles est enveloppé d'un épais brouillard, comme si les cieux eux-mêmes pleuraient son départ. Dans la chapelle de la vaste propriété de la famille Vanderbilt, des amis, des membres de la famille et des associés se sont rassemblés, tous habillés dans des tons sombres de deuil. Le cercueil, un élégant esquif en bois de cerisier, est placé au centre, entouré d'une mer de fleurs blanches et de bougies vacillantes. À l'intérieur du cercueil, Isabelle est vêtue de sa robe de soie préférée, son visage serein et maquillé pour avoir l'air en paix. Cependant, sous l'apparence d'un repos éternel, une tempête de confusion et de terreur fait rage. Isabelle se réveille au son d'un solo de violon, son esprit embrumé s'efforçant d'abord de comprendre sa situation. Ce n'est pas possible. Je suis morte, pensa-t-elle, la panique grandissant au fur et à mesure que sa conscience se solidifiait. Mais des bribes de conversation commencèrent à pénétrer dans sa conscience embrumée. On se souviendra certainement d'elle comme d'une grande, dit une voix masculine, probablement celle d'un des nombreux hommes d'affaires qu'Isabelle connaissait. Oui, une vraie tragédie, si jeune, répondit une voix féminine, tremblante d'une émotion qui n'était pas tout à fait sincère. Au fur et à mesure qu'Isabelle écoutait, la réalité de son réveil pendant l'enterrement lui-même devenait Caroline. Je dois rester calme, je dois comprendre ce qui se passe, se dit-elle. Elle décida alors de rester immobile, s'efforçant de respirer superficiellement, presque imperceptiblement, tandis que son esprit s'efforçait de recoller les morceaux de ce qui avait pu se passer. Ce qui avait d'abord semblé être la fin se révélait être le début de quelque chose de plus profond et peut-être de plus sinistre. Isabelle, enfermée dans son propre cercueil, est déterminée à découvrir la vérité derrière son mystérieux accident et les véritables intentions des personnes qui l'entourent. La décision de se faire passer pour morte est son seul avantage dans un jeu qu'elle cherche encore à comprendre. Alors qu'Isabelle Richard gît immobile dans son cercueil, les voix de ses prétendus proches s'élèvent jusqu'à elle, chaque murmure étant un coup de poignard dans le cœur. Le cercueil, luxueuse réclusion tapissée de soie, est devenu sa loge privée pour un spectacle de trahison. La douleur de la découverte est vive, mais Isabelle sait qu'elle doit s'armer d'informations avant d'agir. « Tu crois que quelqu'un nous soupçonne ?» demanda la voix douce de Caroline, contenant à peine sa nervosité. Isabelle reconnaît la peur dissimulée sous la façade endeuillée. Jean, avec le calme d'un conspirateur expérimenté, répond dans un murmure presque inaudible. Personne ne se doute de rien. Tout a été très bien organisé, chérie. Maintenant qu'Isabelle n'est plus là, nous pouvons enfin être ensemble, sans avoir à nous cacher. Isabelle sentit un frisson lui parcourir l'échine aux paroles de Jean. Le choc de sa trahison était prévisible, mais la froideur et la préméditation étaient étonnantes. Mais si elle avait découvert quelque chose avant, tu sais, avant l'accident ? Caroline insista, le mot « accident » ayant un double sens. Jean éclate d'un rire grave et cruel, Isabelle ne s'est jamais doutée de rien. Elle était trop occupée par ses projets caritatifs et ses activités sociales. De plus, maintenant, elle ne peut plus nous gêner. Les détails de leur conversation révèlent non seulement une trahison émotionnelle, mais aussi un possible complot visant à éliminer définitivement Isabelle. À chaque mot, l'héritière trahie ajustait sa stratégie, sachant qu'elle aurait besoin de chaque information pour se venger efficacement. Isabelle reste immobile, même si la colère monte en elle. J'attendrai, je planifierai. Et le moment venu, ils paieront pour chaque mot, chaque trahison, promet-elle silencieusement, alors que la musique funèbre continue de jouer, masquant le bruit d'une conspiration qui commence à s'effilocher. Après avoir entendu les révélations fracassantes de Jean et Caroline, Isabelle se trouve à un carrefour critique. La trahison douloureuse et la découverte d'un possible complot visant à l'éliminer pourraient pousser n'importe qui à sortir du cercueil dans la fureur et l'affrontement. Cependant, alors que la colère bouillonne en elle, Isabelle opte pour une approche plus calculatrice et stratégique, elle décide de poursuivre la farce de sa mort, en restant immobile et silencieuse afin de recueillir davantage d'informations et de formuler un plan de vengeance méticuleux.
À l'intérieur du cercueil, alors que les hymnes funèbres retentissent et que des prières sont murmurées, Isabelle entend des pas s'approcher. Des pas doux, ceux de quelqu'un qui essaie de ne pas attirer l'attention. Elle reconnaît la voix chuchotante de sa tante Marianne, une femme rusée qui s'est toujours méfiée des intentions de Jean. « Tu crois vraiment que c'est un accident, Sarah ?» chuchote tante Marianne à sa compagne qui s'approche. « Je ne sais pas, Marianne. » Toute cette situation semble étrangement convenir à Jean, répond Sarah, la voix chargée de suspicion et d'inquiétude. Les chuchotements des deux femmes confirment les soupçons d'Isabelle et renforcent sa volonté de ne pas bouger. Elle se rend compte qu'en se dévoilant maintenant, elle perdrait l'occasion de découvrir toute l'ampleur de la trahison et risquerait de mettre à nouveau sa propre vie en danger. « Je dois être patiente. Il faut que je sois rusée, se dit Isabelle qui, tout en continuant à écouter, se met à échafauder des scénarios. Il ne faut pas qu'il sache que je sais. Au fil des funérailles, chaque geste, chaque mot échangé autour du cercueil devient une pièce essentielle du puzzle qu'Isabelle est en train de reconstituer avec minutie. Savoir qui est un allié, qui est un ennemi et qui peut être persuadé de changer de camp est crucial pour sa vengeance. Le défi était immense, mais Isabelle était déterminée non seulement à survivre, mais aussi à démasquer ceux qui l'avaient si profondément trahi. La décision de rester immobile dans le cercueil est devenue son bouclier et son arme la plus puissante. Elle sera la spectatrice silencieuse de ses propres funérailles, recueillant chaque confession, chaque plan murmuré, préparant le moment où elle se lèvera, non seulement en tant que femme trahie, mais aussi en tant qu'adversaire redoutable. Au fur et à mesure des funérailles, Isabelle, cachée sous le masque de sa propre mort, continue de recueillir des informations cruciales. Chaque murmure et chaque conversation discrète autour de son cercueil révèle non seulement l'ampleur de la trahison de son mari Jean et de son amante Caroline, mais commence également à dévoiler de sombres secrets sur sa propre famille et la gestion de sa fortune. Lors d'un moment particulièrement révélateur, deux de ses cousins éloignés, qui interagissaient rarement directement avec elle au sujet des affaires financières de la famille, se sont approchés pour lui présenter leurs condoléances. Ils ont regardé brièvement le cercueil avec une expression de chagrin superficiel avant de s'éloigner dans un coin discret de la chapelle. « Pensez-vous qu'elle était au courant pour les comptes suisses ?» demande le plus jeune cousin, un homme réputé pour sa cupidité et son manque de discrétion. « J'en doute fort. Isabelle n'a jamais été aussi impliquée dans les détails financiers qu'elle aurait dû l'être, répond l'autre, la voix chargée d'un cynisme décontracté. Mais maintenant qu'elle n'est plus là, nous pouvons peut-être ajuster certaines choses sans trop nous inquiéter. Isabelle, qui écoute attentivement, ressent une vague de trahison et d'indignation. Les comptes suisses faisaient partie d'un fonds d'urgence dont elle seule aurait dû avoir connaissance. La révélation que d'autres membres de la famille étaient non seulement au courant de l'existence de ce fonds, mais avaient également l'intention de le manipuler, a élargi l'étendue de sa déception et de sa colère. Forte de ces nouvelles informations, Isabelle réalise que la conspiration dont elle fait l'objet pourrait être plus vaste et plus complexe qu'elle ne l'avait d'abord pensé. Son propre cercle d'amis, ceux qui étaient censés protéger et préserver son héritage, étaient impliqués dans des projets qui allaient au-delà des trahisons personnelles. Ils risquaient de mettre en péril l'ensemble de l'héritage de la famille Richard pour leur propre bénéfice. Cela change tout, se dit Isabelle, presque imperceptiblement. La colère et la tristesse qu'elle ressentait s'accompagnaient désormais d'une détermination renouvelée à démasquer toutes les personnes impliquées, non seulement pour se venger de sa trahison personnelle, mais aussi pour préserver l'avenir de sa famille et de sa fortune. La révélation de ces secrets a non seulement renforcé sa détermination à rester immobile et cachée pour le moment, mais lui a aussi donné un nouvel objectif, restaurer l'intégrité de son héritage. La tâche est immense, mais Isabelle est prête à affronter les ombres de sa propre famille pour faire éclater la vérité. À chaque secret découvert et à chaque trahison révélée, Isabelle Vanderbilt, toujours immobile dans son cercueil, affine ses plans de vengeance méticuleuse. La trahison de Jean et Caroline avait été l'élément déclencheur, mais les montages financiers et les conspirations familiales désormais dévoilées amplifiaient l'ampleur de ses représailles. Elle savait que chaque mot qu'elle entendait n'était pas seulement une trahison, mais un indice sur la façon dont elle pourrait revendiquer son pouvoir et protéger son héritage. « Une fois que je serai sortie d'ici, ils sauront ce qu'est une trahison », murmure Isabelle, chaque mot étant chargé de la promesse d'un châtiment. Son plan consistait non seulement à dénoncer Jean et Caroline, mais aussi à s'assurer que les membres de la famille qui avaient conspiré contre elle subissent les conséquences de leurs actes.
Pendant les derniers instants de l'enterrement, alors que les personnes en deuil commençaient à se disperser, Isabelle a profité de la relative intimité pour mettre au point les détails de sa stratégie. Elle commencerait par recueillir des preuves concrètes des conversations qu'elle avait entendues, peut-être par le biais d'aveux enregistrés ou de témoignages d'alliés encore fidèles. Ensuite, elle confrontera Jean et Caroline, non seulement pour voir le choc sur leur visage, mais aussi pour obtenir leurs aveux explicites. En outre, elle prévoit un audit complet des finances de la famille Vanderbilt. Avec l'aide d'un avocat de confiance, elle retracerait chaque centime détourné, chaque compte secret. Ils pensaient pouvoir manipuler mon héritage sans conséquence. Je vais leur montrer à quel point ils se sont trompés, pense-t-il. La dernière étape de sa vengeance sera la plus publique. Isabelle imagine une réunion de famille où elle dévoilerait toutes ses découvertes, s'assurant que ceux qui l'ont trahi ne trouveront pas refuge dans le mensonge ou la compassion. Elle visualise déjà la scène, les expressions de surprise et de peur, les tentatives pathétiques de justifier leurs actes. Ce sera un spectacle qu'ils n'oublieront jamais, conclut Isabelle, un sourire froid effleurant ses lèvres. L'ironie de planifier sa vengeance lors de ses propres funérailles ne lui avait pas échappé. Mais aujourd'hui, plus que jamais, elle est déterminée à sortir de cette épreuve non pas en tant que victime, mais en tant que force de justice et de vérité. Après tout, personne ne s'attendrait à ce qu'une personne morte revienne et règle ses comptes.